Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Focus. Dans un contexte international marqué par la volatilité des prix de l'énergie et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, la sécurité énergétique est aujourd'hui un enjeu majeur pour de nombreux pays, dont la Mauritanie. Hausse des prix du carburant, pression sur le pouvoir d'achat, dépendance aux importations, mais aussi défis à l'approvisionnement en gaz domestique largement utilisé par les ménages. À cela s'ajoutent les risques de perturbations de la fourniture en électricité avec des conséquences directes sur la vie quotidienne et l'activité économique. Face à ces défis, les autorités ont engagé plusieurs mesures: constitution de stocks stratégiques, subventions pour stabiliser les prix, mais aussi investissement dans les infrastructures et développement du gaz comme alternative. Mais ces mesures sont-elles suffisantes? Sont-elles durables? Et quel impact concret pour les citoyens et les entreprises? C'est ce que nous allons analyser ce soir avec notre invité, M. El-Hadrami Mohamed Mbarek, directeur de l'approvisionnement et de la distribution des produits pétroliers au ministère de l'Énergie et du Pétrole. Bonsoir. Merci, bonsoir. Avant de continuer, je vous propose de suivre ce reportage de Bokar Bailaba qui revient sur l'annonce faite au cours d'une conférence de presse concernant l'ensemble des mesures prises par le gouvernement mauritanien pour éviter une pénurie. La Mauritanie prend le taureau par les cornes face à la perturbation des chaînes d'approvisionnement et une hausse significative des prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux. D'ailleurs, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallahi Ould Suleiman Ould Cheikh Sidiya, a déclaré que les politiques rationnelles poursuivies par le gouvernement sous les hautes directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, ont permis à l'État d'atteindre des marges financières équilibrées, contribuer au financement d'ambitieux programmes de développement et renforcer sa capacité de résistance face à cette circonstance exceptionnelle et sans précédent. Il a indiqué que la hausse rapide des prix du carburant a un certain nombre d'impacts économiques, étant donné qu'il s'agit d'un intrant essentiel dans diverses activités productives. Concernant les répercussions de cette crise sur le budget, le ministre a indiqué que le prix du pétrole atteignant $112 le baril coûtera à l'État, dans le cadre des subventions au carburant au cours de l'année 2026, environ 168 milliards d'ouguiyas, un montant qui comprend les subventions pour le diesel, l'essence, le gaz de cuisine et les intrants de production d'électricité. À son tour, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed El Khaled, a passé en revue l'évolution des prix mondiaux des carburants, expliquant que le prix de la tonne de gasoil est passé de $726 avant la guerre à $1 318 vendredi dernier, soit une augmentation de 82%, tandis que le prix de la tonne d'essence est passé de $699 à $1072, soit 53%, et le fuel de $390 à $655, soit 58%, tandis que le prix de la tonne de gaz de cuisson est passé à $787 à $1388, soit 76%. Et il a rappelé que le prix d'achat d'un litre de gasoil vendredi dernier était de 745 ouguiyas, alors qu'il est vendu dans les stations à 512 ouguiyas, ce qui signifie que l'État supporte une différence de 233 ouguiyas par litre. Et il a expliqué que cela signifie que l'État supporte près de 3000 ouguiyas lorsque le citoyen achète du gasoil d'une valeur de 5000 ouguiyas. Concernant le gaz de cuisson, le ministre a expliqué que le prix d'une bouteille de 12 kg chez les vendeurs est de 3000 ouguiyas, tandis que l'État supporte une subvention allant jusqu'à 6230 ouguiyas par bouteille. Il a souligné que l'État a dépensé environ 17 milliards d'ouguiyas au cours des 3 derniers mois pour subventionner les carburants. Il a conclu en affirmant la disponibilité de produits pétroliers dans le pays et l'existence de stocks suffisants pour plusieurs mois. De son côté, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, le Hussein El-Meddou, a déclaré que le gouvernement, sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a adopté ces dernières semaines une approche proactive pour faire face aux répercussions de la crise géopolitique au Moyen-Orient, en prenant un ensemble de mesures visant à limiter leurs effets sur les chaînes d'approvisionnement et de distribution ainsi qu'à contenir la hausse des prix des hydrocarbures. En réponse à une question sur les efforts de lutte contre la contrebande d'hydrocarbures, le ministre a indiqué que les rapports de sécurité ont enregistré
La semaine dernière, la saisie de 550 tonnes d'hydrocarbures destinés à être vendus hors du pays. Concernant l'incident tragique ayant coûté la vie à des citoyens mauritaniens sur le territoire malien, le ministre a précisé que l'événement s'est produit hors des frontières nationales, exprimant sa compassion pour les victimes et affirmant que le souci de la Mauritanie pour sa souveraineté territoriale s'appuie uniquement par sa préoccupation pour la sécurité et la dignité de ses citoyens où qu'ils se trouvent. Un grand merci à Bokar Baylaba pour ce reportage, un reportage qui d'ailleurs m'amène à vous poser cette première question, monsieur le directeur, à savoir qu'aujourd'hui, avec ce contexte international un peu instable, où est-ce qu'en est concrètement la Mauritanie sur l'approvisionnement en carburant? Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la télévision nationale de Mauritanie pour cette invitation. Donc, concernant votre question, comme vous savez, actuellement, la Mauritanie ne dispose pas de raffinerie en fonctionnement, donc depuis bien longtemps. Nous disposons d'une raffinerie construite dans les années, fin des années 70, donc c'était la fin de la construction en 78 et mise en service durant les premières années, en 80, les débuts 80. Donc la raffinerie a fonctionné jusqu'en 2000, disons, jusqu'en 99. Et en 2000, le gouvernement a adopté l'approvisionnement du pays à travers le marché international. La raffinerie était dans une situation qui n'était pas très rentable du point de vue compétitivité par rapport au prix sur le marché international. Il était beaucoup plus rentable d'importer sur le marché international. Donc c'est pourquoi la raffinerie a été mise à l'arrêt depuis les années 2000. Et depuis cette date, tous les produits pétroliers utilisés sur le territoire national sont importés à travers le marché international. Alors, concrètement, le gouvernement lance un appel d'offres, parfois de durée de contrat 2 années, une année, en tout cas le minimum c'est 6 mois, de 6 mois jusqu'à 2 années. Donc, on lance un appel d'offres international sous la supervision de la Commission nationale des hydrocarbures pour sélectionner une société internationale de trading, pour assurer l'importation de tous les produits pétroliers à partir du marché national pour les besoins nationaux. Donc, ce mécanisme est en place depuis les années 2000 et ça fonctionne normalement. Ça permet d'assurer et de sécuriser l'approvisionnement du pays. Alors, le contexte actuel, vous le connaissez, il y a une guerre qui est au Moyen-Orient, qui a occasionné la fermeture du détroit d'Ormuz. Ces détroits par lesquels passe une grande partie de la production du pétrole brut et des produits raffinés. On parle de 20% des produits passent par ces détroits. Et 20%, la consommation moyenne journalière des produits pétroliers, du pétrole dans le monde, c'est de l'ordre de 100 millions de barils par jour. 100 millions de barils par jour. Oui, alors il y a 20% de ces 100 millions qui sont coincés quelque part au niveau du détroit, qui n'arrivent pas à arriver sur le marché, ce qui crée vraiment un déficit important sur le marché. Et donc voilà, qui fait un manque de l'offre. Comme vous savez, sur les marchés, quand il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, ça influe directement sur les prix. Donc voilà, il y a une flambée vraiment vertigineuse des prix des produits pétroliers, du pétrole brut et des produits pétroliers.
Donc, les reportages que donc, les ministres avaient donc, bien annoncé les chiffres. Avant donc, la guerre, on était aux environs de 71, 70 de barils. On est passé à 100 et quelques, 110. Aujourd'hui, on est à 118. Pour les produits raffinés, tels que le gasoil, c'est l'élément essentiel de notre consommation nationale. On est passé, l'augmentation a été beaucoup plus accentuée, beaucoup plus importante. On est passé de 700 $ la tonne à presque 1400, 1300 et quelques dollars la tonne, ce qui fait donc, que le prix a presque doublé. Donc c'est cette perturbation, cette situation a créé des perturbations au niveau de l'approvisionnement mondialement. C'est tous les pays qui sont affectés par cette perturbation de l'approvisionnement. Les produits est devenu pas nombreux, rares sur le marché. Et si on les trouve, ils coûtent très cher. En tout cas, pour ce qui nous concerne, notre situation donc, particulière, voilà, je profite pour rassurer donc, tous les citoyens. Justement, parce que c'est intéressant quand même ce que vous dites. Et la question peut se poser, est-ce qu'actuellement, il y a des inquiétudes ou bien on peut dire que la situation est sous contrôle? Non, il n'y a aucune inquiétude en ce qui concerne la sécurité de notre approvisionnement. D'accord. En ce sens que nous avons actuellement dans nos dépôts des quantités suffisantes, largement suffisantes, pour couvrir les besoins donc à moyen terme. Et nous suivons avec notre fournisseur donc la situation de toutes les prochaines livraisons qui permettront donc de sécuriser donc l'approvisionnement. Donc ça, on n'a pas d'inquiétude du tout sur la sécurité. On a des inquiétudes sur les prix, peut-être, ça c'est vrai. Et ça occasionne, on va peut-être en parler plus tard, ce que ça a occasionné comme moyen de subvention, nécessité de soutenir les prix avec des subventions énormes qui vont peser énormément sur le budget de l'État. Les ministres en ont parlé, on aura l'occasion d'en parler peut-être plus tard. Avant d'y arriver, j'aimerais peut-être que vous nous dites comment est-ce que vous, en l'occurrence votre ministère, arrivez à anticiper ces variations à l'échelle internationale, par exemple? Oui. Alors, nous, on a senti l'augmentation des prix et la tension qui a commencé à venir depuis les préparatifs avant la guerre. Donc, on suivait un peu la situation. Et depuis ce temps, nous avons pris les dispositions, comme je viens de vous dire, de suivre les rythmes des approvisionnements et surtout la programmation des navires avec notre fournisseur pour nous assurer que vraiment sur 2 ou 3 mois, nous avons donc suffisamment de quantité qui permet de sécuriser notre approvisionnement. Et depuis que la guerre a commencé, donc nous avons renforcé ces suivis avec les fournisseurs. Et voilà, donc jusqu'à présent, comme je vous ai dit, on n'a pas d'inquiétude en ce qui concerne la sécurité de notre approvisionnement. Alors, on parle souvent de stock stratégique. Là où on rentre un peu dans le stock, on a un peu contextualisé la situation. Est-ce qu'on peut se dire ce qu'on a actuellement dans le stock? On peut savoir que ça peut nous tenir pour combien de temps? Oui, c'est ça. Nous, actuellement, on a nos stocks. Je peux vous dire que les stocks sont quasiment pleins. D'accord. On va en parler plus tard, nos capacités de stockage, et tout ça. Donc, compte tenu de nos capacités de stockage, d'accord, nous avons, ça dépend des produits. Il y a des produits pour lesquels nous avons des autonomies de
de 3 mois. Il y a certains pour lesquels on a des autonomies de 2 mois, donc c'est un peu moins de 2 mois. Mais comme je vous ai dit, avec toujours une visibilité sur donc, les prochains navires, les prochaines arrivées des cargaisons, donc, qui permettront au fur et à mesure de combler donc, la consommation actuelle. Très bien. Alors sur le terrain concrètement, comment est-ce qu'on arrive à acheminer le carburant à l'intérieur du pays? Voilà. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés pour acheminer le carburant à l'intérieur du pays? Ok, merci beaucoup. Nous ici, globalement, nous avons 2 centres de stockage. Donc notre mécanisme d'approvisionnement est basé sur 2 centres de stockage. Nous avons le plus important centre de stockage, c'est à Nouadhibou. C'est un grand, donc c'est le stockage de la raffinerie dont on parlait tout à l'heure, qui a une capacité de 300 000, donc, mais dont 200 000 sont opérationnels à peu près. Donc c'est ce dépôt qui permet la réception, de recevoir toutes les importations, parce que d'abord une plus grande capacité, et aussi il y a des conditions météorologiques de réception, d'accostage des bateaux qui sont beaucoup plus favorables. C'est pourquoi tous nos produits sont importés du marché international et stockés initialement à Nouadhibou, dans les dépôts de la raffinerie de Nouadhibou. Ensuite, nous avons les dépôts, donc nous avons le centre de stockage de Nouakchott. Donc c'est un dépôt plus petit, donc de capacité 60 000, qui ne permet pas vraiment de stocker 60 000 tonnes. Donc 60 000 mètres cubes. Donc il ne permet pas de stocker une grande quantité. Donc les produits sont transférés de Nouadhibou. Une fois arrivés à Nouadhibou, sont transférés à Nouakchott, donc par navire, par bateau, qu'on appelle dans notre jargon un caboteur, donc qui transfère les quantités à Nouakchott. Et ensuite, donc, à partir de Nouakchott, Nouakchott approvisionne tout le reste du pays en dehors de Nouadhibou et Zouéret. Donc tous les sites du pays, nous on appelle ça le sud-est du pays, est approvisionné directement à partir du dépôt de Nouakchott, donc avec les camions citernes. Nouadhibou aussi approvisionne Zouéret à travers les chemins de fer, le train de la SNIM. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez certainement entendu parler des conditions météo ici au port de Nouakchott qui ne sont pas toujours favorables à l'accostage des navires, et les navires peuvent rester ici vraiment 2 semaines comme ça, jusqu'à 3 semaines, sans pouvoir décharger leur cargaison, ce qui fait que occasionnellement, nous faisons tout l'approvisionnement du pays à partir du dépôt de Nouadhibou avec les camions citernes, heureusement. Donc les camions citernes vont jusqu'à Nouadhibou pour acheminer les produits jusqu'à l'intérieur, dans toutes les villes de l'intérieur. Voilà, on peut donc dire peut-être que c'est quand le climat n'est pas favorable, c'est peut-être ça qui fait que des fois on constate en une journée ou 2 jours, à Nouakchott, dans la capitale, il peut manquer la quantité de carburant. Voilà, justement, c'est ça. Donc, avec souvent ces conditions de mauvaise météo, à Nouakchott, où les bateaux arrivent, ils n'arrivent pas à accoster. Donc, les citernes qui étaient là, qui vont prendre des produits pour directement mettre dans des stations-service dans 1 heure ou 3 heures de temps. Donc il leur faut 2 jours, un jour aller, donc un jour chargé et un autre jour pour venir, donc 3 jours pour pouvoir revenir ici par exemple à Nouakchott. Donc ce qui crée souvent quelques tensions sur le réseau de distribution. Et qui fait qu'effectivement, occasionnellement, on a quelques ruptures au niveau de quelques stations. C'est très intéressant que vous nous justifiez cela, parce que ça peut... Des fois, il y en a qui paniquent un peu, qui pensent que c'est une rupture assez grande. Non, c'est juste une question de logistique et des conditions météorologiques au niveau du port de Nouakchott qui créent cela.
Très bien. Ouais, Alors, ça. pour les prix et les subventions dont vous avez parlé tout à l'heure, nous savons que l'État fait d'énormes efforts pour soulager, je dirais, la difficulté dans ce sens-là pour les consommateurs. Est-ce que ce modèle est viable à long terme? Ah, merci. Donc, nous, avec les orientations donc, des hautes autorités de l'État, comme vous dites, donc, visant le soutien, donc la préservation du pouvoir d'achat des citoyens. Donc l'État a toujours soutenu donc, les prix avec une subvention qui est énorme. En 2022, donc c'est un petit choc pétrolier par rapport à celui-là. C'était une crise énergétique, certainement vous vous rappelez de ça. Donc lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, il y a eu l'embargo sur le pétrole russe. Donc, il y a eu encore une tension sur les marchés internationaux. En 2022, donc, la subvention des prix de produits pétroliers a coûté au Trésor public une centaine de milliards d'ouguiya anciens. D'accord. Ça a représenté presque 12% du budget national. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Actuellement, nous sommes en train de vivre malheureusement pire que ça. Pire que ça, donc, parce que là, la volatilité est beaucoup plus accentuée donc, durant cette crise actuelle. Et effectivement, l'État donc, soutient vraiment avec des montants très importants donc les prix des produits pétroliers. Les reportages tout de suite, les ministres ont communiqué les chiffres, par exemple, pour le gasoil. Si ce n'était le soutien, ça devait être vendu à 800 ouguiya, donc au lieu de 512. Donc voilà, presque 300 ouguiya donc de soutien pour le gasoil, par exemple. Et pour le gaz butane, on devait vendre la bouteille à 9 000. À 9 000 si ce n'était la subvention. Donc, comme vous savez, on l'achète à 3 000 au lieu de 3 000 la bouteille de B12, ce qui fait une subvention de 6 000 ouguiya par bouteille. Et ces subventions, bon, on espère que la situation ne va pas continuer donc vraiment longtemps, pour durer une année. Au cas où ce serait le cas, malheureusement, ça va coûter très cher au Trésor public. On parle d'un montant de l'ordre de 180 milliards comme soutien au soutien des prix pétroliers. C'est beaucoup. C'est pourquoi donc, il est important donc de prendre un ensemble de mesures. Donc on va en parler peut-être plus tard pour alléger cette subvention et ces dépenses pour le Trésor public. Il y a aussi donc cette volatilité des prix actuels occasionne un autre défi pour le gouvernement, c'est la mobilisation des devises, parce que, comme vous savez, le pétrole est acheté avec des dollars. Donc, voilà, actuellement, comme je viens de vous dire, les prix des produits raffinés ont quasiment doublé. Donc, ce qui fait qu'on risquerait de doubler notre facture pétrolière, qui est déjà trop élevée et très coûteuse, de l'ordre de 1 milliard de dollars. Donc, voilà, c'est des efforts importants donc, consentis par l'État pour soutenir, pour éviter, donc, grâce aux orientations de l'État, par le président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc pour ne pas affecter le pouvoir d'achat donc des citoyens. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le prix pour savoir comment est-ce que la fixation de ces derniers se font, même je dirais, est-ce que ces prix ou est-ce qu'ils suivent la tendance internationale? Ok, merci beaucoup.
Alors, comme je vous ai dit, notre approvisionnement est assuré à travers un contrat que nous signons avec une société internationale de trading, d'accord, de commercialisation. Alors, dans le contrat, la formule des prix est bien précisée. Donc, les prix avec lesquels nous achetons, donc c'est le prix du marché international. C'est le prix du marché international. Il y a un organisme international qu'on appelle le Platts, qui est un organisme donc agréé pour la publication des prix des marchés, des prix des produits pétroliers sur le marché international. Donc c'est un organisme de référence qu'on appelle le Platts. Donc ce sont les références de ces prix que nous utilisons. Donc c'est la moyenne donc de 5 jours après l'achat du produit. Donc il y a une formule bien clarifiée dans le contrat d'approvisionnement, qui est technique. C'est difficile de l'expliquer ici sur le plateau. Pour les citoyens, c'est compliqué de comprendre. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que c'est basé sur les prix du marché international. Très bien. Donc, et voilà, pour les subventions, est-ce que, parce qu'on sait que c'est quand même un montant qui est quand même très important, est-ce qu'il y a une réflexion pour savoir un plan B ou je dis, une autre façon de subventionner? Est-ce qu'il y a une réflexion sur ça? Oui. Comme je vous ai dit, notre mécanisme des prix sur le marché intérieur, sur le marché donc pour les citoyens, donc était longtemps basé sur un prix fixe, donc quelles que soient les conditions. Mais tout dernièrement, donc il y a eu parmi les améliorations introduites dans le secteur, c'est qu'il faut évoluer vers une évolution progressive des prix. Je veux dire une variation, je ne dis pas évolution, parce que ça peut aller dans le sens de la diminution. Donc voilà, c'est quand il y a une baisse des prix sur le marché international, le citoyen va bénéficier donc de cette baisse. Il va avoir un prix à la pompe moins élevé. Mais quand il y a aussi une augmentation, il y a aussi une légère augmentation qui est bien cadrée. Il ne s'agit pas d'appliquer une flambée des prix. Donc c'est des petites augmentations qui sont plafonnées à 5%. D'accord. Donc c'est un mécanisme qui permet, comme vous dites, de limiter donc un peu la subvention et diriger ces montants vers des organes ciblés, des projets dont l'État a besoin, on en a besoin, les hôpitaux, les routes et toutes les infrastructures dont l'État a besoin. Mais aussi, ce qui a été mis dans ce mécanisme, c'est qu'il y a un fonds qui est destiné aux populations donc les plus démunis, donc qui bénéficieront d'un soutien donc pour atténuer les effets éventuels des petites augmentations qui arrivent. Donc il y a une caisse qui est provisionnée donc pour être donc distribuée à une certaine frange considérée comme vulnérable aux augmentations des prix. Donc c'est ce mécanisme qui est actuellement en place et qui effectivement, comme je vous ai dit, permettra de faire bénéficier les citoyens donc, en cas de baisse. On les souhaite, c'est ce qu'on souhaite, c'est la tendance. Si la guerre s'arrête demain, les prix vont aller à la baisse et les citoyens vont en bénéficier. Mais si ça continue aussi, il y aura une petite contribution qui va être demandée aux citoyens.
mais l'essentiel, comme je vous ai dit, sera soutenu par l'État. Et c'est important, c'est aussi que ces petites augmentations, c'est pour que aussi les citoyens sentent donc qu'il y a, pour qu'ils fassent un effort. Pour qu'ils s'impliquent. Pour s'impliquer et pour qu'ils fassent un effort pour réduire sa consommation. Voilà, c'est ça, pour ne pas faire abuser du produit. Voilà, c'est bien ce que vous dites, ça me ramène même dans les ménages. Quand on parle de ménage, on pense fortuitement au gaz domestique, qui est un élément qui est incontournable actuellement. Alors comment est-ce que vous arrivez à régler ou en faire en sorte que ce soit un produit qui est toujours accessible, disponible aussi? Ok, merci beaucoup. Ah oui, le gaz, comme vous le dites, c'est un élément essentiel. C'est le plus essentiel d'ailleurs, parce que les produits pétroliers, le gasoil et l'essence, c'est pour, bon, peut-être, on a besoin de se déplacer pour transporter les marchandises vers l'intérieur et tout ça. Mais une grande partie, c'est pour des besoins secondaires. Alors que le gaz butane, donc, c'est un élément essentiel qui est nécessaire au foyer, au fonctionnement des foyers, et aussi qui est nécessaire comme moyen de protection contre donc, la dégradation de notre couvert forestier, donc végétal, le couvert végétal du pays. Donc, comme vous savez, s'il n'y a pas de gaz butane, les gens vont faire recours au bois, au charbon de bois, déjà on n'est pas très riche en végétation, et le peu qu'on a va être donc complètement utilisé par les ménages. Donc c'est pour dire que vraiment le gaz butane, c'est un élément, un produit très essentiel pour les citoyens, et c'est pourquoi les pouvoirs publics depuis toujours ont toujours mis en place un soutien, donc une subvention pour l'utilisation du gaz butane. Alors, le gaz butane, donc je reviens à votre question, la sécurisation des approvisionnements en gaz butane. Donc c'est à peu près le même mécanisme qu'on a expliqué pour les produits pétroliers liquides. Là aussi, on a un contrat, donc un appel d'offres international, donc pour choisir une société donc commerciale, une société de trading qui va fournir donc tous les besoins en gaz butane, donc durant généralement 1 an à 2 ans. Souvent, on fait des contrats de 1 an. Ça dépend de la volatilité des prix. Vous savez, quand les prix sont très volatiles, il n'est pas bon de faire de longs contrats parce que ça affecte donc les primes que nous payons aux traders. Mais quand les prix sont stables sur les marchés internationaux, c'est possible de faire des contrats de longue durée. Donc voilà, on choisit une société internationale de trading pour assurer l'importation de tous les produits pétroliers, de tout le gaz butane, tous nos besoins en gaz butane. Et bon voilà, contrairement aux produits pétroliers où je vous ai parlé des 2 centres de stockage, pour le gaz butane, donc on a ici à Nouakchott seulement des capacités de stockage du gaz butane, donc les principales capacités de stockage. Donc on a une consommation de l'ordre de 100 000 tonnes par an, donc qui est importé, stocké ici à Nouakchott avec les 3 sociétés de distribution que vous savez, il y a Somagaz, il y a Morigaz et il y a Rimgaz, d'accord. Et donc voilà, et ensuite transporté donc à l'intérieur avec les camions citernes. Ces sociétés disposent maintenant des centres d'amphittage à l'intérieur et ils sont en train d'intensifier leur présence à l'intérieur
au bénéfice du citoyen, parce que les citoyens à l'intérieur utilisent beaucoup le bois et le charbon de bois. Donc ça va être vraiment, voilà. Donc le gaz butane, comme je vous ai dit, est subventionné par l'État depuis toujours et continue à l'être de façon plus forte encore que les produits pétroliers liquides. Donc voilà, on vient d'annoncer les chiffres par exemple, pour la bouteille, la grande bouteille là, on a 9 000, donc, alors qu'il est vendu aux citoyens à 3 000 ouguiya. Est-ce qu'il y a parfois des tensions en période de forte demande? Est-ce qu'il y a parfois des tensions qu'on peut observer en cas de forte demande? Oui. En tout cas, la consommation du gaz butane est un peu différente des produits pétroliers donc, liquides. C'est plus ou moins, elle est progressive durant ces dernières années, effectivement, parce qu'il y a de cela, je dirais, 5 ans, 6 ans, on était à 60 000, 70 000. Maintenant, on est à 100 et quelques mille. Ça progresse. Ça progresse surtout, comme je vous ai dit, avec la présence des distributeurs à l'intérieur. Donc, ça progresse. Et donc, les défis que ça pose, c'est essentiellement au niveau des capacités de stockage, la tension dont vous parlez. C'est que nos capacités de stockage pour la réception des cargaisons de gaz butane ne sont pas énormes pour le moment. Elles sont en train d'être développées. Les sociétés vraiment ont fait de gros efforts ces derniers temps et continuent à le faire. On espère que d'ici peu de temps, on va avoir des larges capacités de stockage. Mais actuellement, les capacités de stockage ne permettent pas une grande autonomie. Donc c'est pourquoi on a des cargaisons. Il faut qu'on programme des cargaisons quasiment toutes les 2 semaines, parfois même moins que ça. Donc, qui fait que, mais en tout cas, ça se passe. Ça se passe de façon sécurisée. Et là aussi, comme pour les produits liquides, on a discuté et planifié avec notre fournisseur tous les programmes. Donc d'ici jusqu'en juin, on a donc la programmation de toutes les cargaisons qui vont venir, les dates et tout ça. Donc c'est bien. Je reviens un peu sur les prix. Peut-être que je vous ferai répéter votre réponse. Ouais. Mais comment est-ce que l'État arrive à assurer tout cela, sachant qu'il y a des contraintes quand même? Ouais. Quand on dit contraintes, on pense déjà aux contraintes budgétaires qui est le plus important. Oui, merci beaucoup. Donc voilà, le gouvernement a annoncé ça tout dernièrement, que par exemple dans le contexte actuel, donc vous savez, chaque année on programme dans le cadre du budget national les fonds nécessaires pour les soutiens, la subvention des produits pétroliers. D'accord. Ça a été fait donc cette année comme c'est le cas pour toutes les années précédentes. Mais dans le contexte actuel où les choses ont vraiment explosé, donc il y aura une révision de la loi des finances et il y aura un réaménagement du budget, donc pour pouvoir donc tenir compte et pour pouvoir satisfaire donc cette situation exceptionnelle donc causée par le contexte international et la conjoncture internationale à laquelle donc l'État est obligé de s'adapter. Donc voilà. On entend parfois parler de spéculation ou de stockage illégal. Oui. Est-ce toujours une actualité aujourd'hui? C'est vrai. Alors, effectivement, lorsque on a mis en place ces nouveaux mécanismes de variation des prix, donc voilà, il y a nos opérateurs locaux, donc les sociétés de distribution, mais surtout les propriétaires des stations-service n'étaient pas beaucoup habitués à ces mécanismes. Comme je vous ai expliqué au départ, on avait un mécanisme fixe, donc des prix, donc
pour toujours. Donc là, comme lorsqu'on a commencé à faire des révisions des prix, souvent à la baisse, souvent à la hausse, donc ça a poussé certains citoyens à se livrer à des pratiques de confiscation et de stockage, comme vous dites, des produits pour des raisons de spéculation. Alors ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est absolument interdit et inacceptable. Donc le département a donc depuis que ce phénomène a commencé à apparaître, on a formé des équipes qui ont pour mission de faire des contrôles au niveau de toutes les stations et de vérifier la disponibilité du produit et donc la vente au prix qui est homologué et aussi en cas de révélation d'une pratique de confiscation ou de stockage illégal, comme vous dites, de produits. Il y a des sanctions qui sont prévues et qui sont systématiquement appliquées. Il y a des sanctions qui sont prévues, qui sont systématiquement appliquées. Et en dehors même des sanctions, le ministère se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre ces personnes pour enfreindre à la réglementation. Donc c'est quelque chose, en tout cas vraiment d'inacceptable et sur lequel nous luttons beaucoup. Il y a aussi un phénomène de trafic aux frontières que nous avons remarqué. Vous savez, nous avons un des pays voisins qui a des difficultés d'approvisionnement, qui fait que certains de nos opérateurs locaux essaient de faire livrer nos produits qui sont à l'extérieur du pays, et surtout qu'actuellement le produit qu'on vient de dire est fortement subventionné. Ça, c'est vraiment une pratique tout à fait irresponsable vis-à-vis des citoyens qui seront privés d'un produit pour lequel on s'est fatigué pour chercher, et aussi en plus des subventions qui est subventionné. Ces produits, s'il va ailleurs, c'est comme nous on subventionne les populations à l'extérieur, ce qui est inacceptable. Donc voilà, pour les raisons. Il y a la gendarmerie nationale qui en a démantelé, même a mis la main sur une quantité assez suffisante, c'est 120 litres de carburant qui étaient destinés à des fins qui n'étaient pas légales. Alors, pour parler de la rationalisation, parce que là, on sait que dernièrement, le gouvernement fait un effort en ce qui concerne la sensibilisation. On voit et des ministres et également des walis dans les régions, dans les wilayas qui font des sensibilisations pour que les citoyens sachent comment et quoi consommer. Alors, concrètement, pour le citoyen, qu'est-ce qu'il doit entendre par là? Voilà. Merci beaucoup d'avoir évoqué ce point extrêmement important. Comme vous savez, il y a eu une réunion tout dernièrement sous la présidence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec le gouvernement à haut niveau, pour donner des orientations relatives à la rationalisation de l'utilisation des ressources énergétiques d'une façon générale. Et ces orientations ont été répercutées sur les différents départements qui ont à leur tour sensibilisé les différentes structures sur les orientations et sur
les directives. Et comme vous dites aussi, ça s'est passé sur le plan national, vraiment une campagne au niveau des wilayas, de l'intérieur, par les walis, etc. Alors, ces mesures sont très importantes et nécessaires. On vient de dire tout à l'heure que avec les prix actuels, on a plusieurs phénomènes. On a d'abord des produits donc, qui est rare, qui n'est pas facile à trouver, malgré qu'on quand même on prend tous les efforts pour les trouver et pour les sécuriser, mais c'est un grand effort. Ensuite, il coûte très cher. Donc on a une facture pétrolière en dollars. La mobilisation des moyens en dollars que nous allons faire pour avoir ces produits, donc c'est une grosse facture, d'accord. Et ensuite, on a la subvention. Donc pour que les citoyens et c'est là à un prix raisonnable. Donc, tous ces éléments font qu'il est nécessaire vraiment de rationaliser l'utilisation de ces produits. Donc, les orientations qui ont été données, le gouvernement a commencé par ses propres structures, d'accord. Donc voilà, il y a certainement vous avez entendu parler des mesures qui ont été annoncées. Il y a donc l'arrêt des véhicules, l'utilisation des véhicules 4x4. Il y a comment on appelle l'éclairage public qui va être donc bon voilà malheureusement qui va être à l'arrêt. Donc on demande donc s'il n'y a pas d'éclairage, si vraiment de diminuer l'utilisation des éclairages inutiles au niveau des bureaux, au niveau des infrastructures et aussi la climatisation. Donc voilà. Et c'est ce que nous on a donc le gouvernement a déjà donné comme directive. Bon voilà, dans d'autres pays, ils sont allés plus loin. Dans d'autres pays, il y en a qui ont fait du couvre-feu, il y en a qui ont fermé les restaurants, il y en a qui, tout dernièrement en Angleterre, il y a eu une directive pour limiter la vitesse maximale des voitures à 80. On n'a plus le droit de rouler à plus de 80. Donc tout ça. Donc voilà, ces mesures. Donc les citoyens, ça c'est comme je vous ai dit, donc les orientations ont commencé par les structures publiques et tout ça. Mais il est demandé en même temps aux citoyens, à travers ces orientations, donc d'observer les mêmes consignes de préservation et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie, que ce soit électrique, que ce soit carburant. Par exemple, les véhicules, si on n'a pas besoin de se déplacer nécessairement avec son véhicule, on peut prendre les transports urbains, par exemple. C'est d'accord. Il y a des voyages qui ne sont pas très utiles peut-être. Brûler beaucoup de carburant pour aller à des centaines de kilomètres ou à des milliers de kilomètres, bon, pour un voyage qui n'est pas très nécessaire. Tout ça, ça a vraiment ça a un résultat sur la diminution de la consommation. Et chaque litre préservé, c'est 300 ouguiya de moins pour le trésor public. Bon, c'est de l'économie d'abord pour le citoyen lui-même, mais c'est l'économie pour le trésor public, c'est l'économie pour la banque centrale, d'accord, en devises et tout ça. Donc vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Donc si cet esprit de bonnes, je vais dire, de bonnes pratiques, voilà, de bonne citoyenneté, comme vous dites, voilà, vraiment ça va aider et c'est nécessaire et c'est demandé à tous les citoyens.
C'est des petites actions qui font une grande différence. Oui, je vais un peu revenir sur l'importation parce que même au début du débat, vous avez précisé que nous sommes un pays qui a choisi d'importer parce que c'est à moindre coût. Mais est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en œuvre pour réduire un petit peu cette dépendance-là? Autrement, je dirais avec l'arrivée peut-être de l'offshore, est-ce qu'il y a des stratégies? Merci beaucoup. D'abord, pour diminuer cette consommation, il y a déjà une stratégie donc, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère donc, de l'énergie et du pétrole. Donc, comment on appelle l'orientation vers l'utilisation des énergies renouvelables et nouvelles, les énergies alternatives aux énergies fossiles. Vous savez, vous êtes certainement au courant qu'il y a un grand programme au niveau du gouvernement pour la promotion des énergies éoliennes, donc solaires, etc. Il y a même l'hydrogène, donc l'hydrogène vert, sur lequel donc, il y a des grands efforts, il y a des projets futurs qui sont en cours. Il y a donc vraiment un grand effort pour avoir ce qu'on appelle le mix énergétique, d'accord. Donc, je veux dire l'utilisation beaucoup plus des énergies donc propres, des énergies donc renouvelables. Donc, ça c'est vraiment le plus important vraiment à concrétiser, à développer, et c'est la stratégie sur laquelle donc, est bien orienté donc, le gouvernement à travers le ministère de l'Énergie donc, pour la réduction donc, de l'utilisation des énergies fossiles, donc des produits pétroliers, du carburant, comme vous dites. Dans ce cadre, comme vous dites, avec l'exploitation du gaz naturel offshore. Bon, voilà, il y a, comme vous savez, une grande partie de cette énergie que nous importons est destinée à la génération de l'électricité. D'accord. Donc la Somelec, pas seulement la Somelec, la SNIM, Tasia, c'est toutes les sociétés minières, donc utilisent largement donc, ces carburants pour la génération de l'électricité. Donc, avec notre production donc, de gaz naturel, donc, il y a des projets donc, de conversion, d'accord, vers l'utilisation donc, du gaz naturel pour la génération de l'électricité à partir du gaz naturel, donc, qui va remplacer l'utilisation du carburant, surtout du fuel qui est utilisé. Donc, ça c'est des projets très avancés. C'est des projets très avancés qui permettront certainement de réduire considérablement l'utilisation des énergies donc, fossiles et réduire notre dépendance, comme vous dites, sur ces énergies. On espère aussi qu'on aura des découvertes pétrolières, donc en termes de pétrole brut, je dirais, au niveau de nos côtes pour pouvoir donc peut-être faire du raffinage et avoir notre production nationale. Très bien. Alors, monsieur le directeur, une dernière question. À terme, bon, je suis optimiste, je vous le demande. À terme, est-ce qu'on peut dire que la Mauritanie peut atteindre, je dirais, la souveraineté énergétique? Oui, en tout cas, la souveraineté énergétique, si vous voulez dire la souveraineté énergétique en termes de zéro importation, bon, voilà, ça, on le souhaite. Comme vous dites, il y a déjà donc, le développement de ces énergies renouvelables. Demain, si on réussit donc à faire avancer ces projets donc d'hydrogène vert, là, on parle vraiment de productions énormes d'énergie qui vont suffire carrément pour tout ce qui est énergie électrique. Et avec aussi donc nos découvertes
et même actuellement avec notre gaz naturel. Donc on est en train de développer des options d'utilisation, donc même pour les transports, par exemple pour la cuisine, par exemple pour ne plus importer du gaz butane. Donc toutes ces options sont en cours et on espère qu'à moyen terme on pourra en tout cas s'orienter vers une souveraineté. J'ai quand même raison d'avoir été optimiste alors. Alors il ne nous reste pas plus que 5 minutes. Je vous laisse, si vous avez un dernier mot à dire aux citoyens peut-être. Voilà. Alors, je répète donc aux citoyens que tout dernièrement, nous avons constaté une ruée vers les stations-service pour faire vraiment les pleins des véhicules. Vraiment, on dirait que les citoyens n'est pas rassurés de l'existence des stocks ou bien de la sécurité de leur approvisionnement. En tout cas, je profite ici de l'occasion pour vraiment informer tous les citoyens que vraiment il n'est pas nécessaire vraiment d'aller chercher à faire les pleins. En tout cas, de toutes les façons, ça va rester dans les réservoirs. Les produits existent, il va toujours exister. Comme je l'ai expliqué, nous suivons la situation avec vraiment du jour au jour avec le fournisseur. Et rien ne manque, rien ne va manquer. Donc, vraiment, ça ne sert à rien de prendre tout son argent pour faire les pleins de son véhicule. Ils doivent être rassurés que les stocks sont existants et sont suffisants et continueront à être approvisionnés donc de façon satisfaisante. Il n'y a aucune crainte, il n'y a aucune panique. Vraiment, tout ce qu'ils entendent, c'est pas ça réellement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Alors, on le voit, la question de l'énergie est aujourd'hui au cœur des préoccupations en Mauritanie. Entre les enjeux d'approvisionnement, des prix et des demandes croissantes, les défis sont importants, mais il y a aussi des perspectives, notamment avec le développement du gaz, qui pourrait marquer un tournant stratégique pour le pays. Au-delà des politiques publiques, c'est aussi une responsabilité collective, celle de consommer de manière plus rationnelle. Merci à vous, M. Mohamed Hadrami, Mohamed Mbarik, directeur de l'approvisionnement et de la distribution des produits pétroliers au ministère de l'Énergie et du Pétrole. Merci pour vos éclairages. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Focus.